c'est un peu vraiment l'idée de prédire à l'avance la réponse pour mieux choisir le traitement à l'échelle individuelle. Je m'appelle Amélie Darlix, je suis neuro-oncologue. Je travaille donc à l'Institut régional du cancer de Montpellier depuis 2013 maintenant, avec une valence clinique. Je m'occupe de patients qui ont des tumeurs du système nerveux au sens large et du cerveau en particulier. Et puis aussi une valence recherche dans le cadre d'une équipe de recherche qui est dans un institut de recherche de Montpellier. Et là, je m'intéresse, c'est toujours très centré sur le patient, je m'intéresse à essayer de trouver des marqueurs biologiques ou radiologiques qui nous permettraient de mieux prédire qui va répondre au traitement et qui ne va pas répondre, et puis aussi de mieux évaluer la réponse de la tumeur au traitement. Dans les tumeurs cérébrales, jusqu'à présent, on était un peu parents pauvres en termes de thérapie ciblée. Il y a eu beaucoup d'efforts ces dernières années, soit pour chercher des cibles spécifiques aux tumeurs cérébrales, soit pour voir si des cibles qu'on connaissait déjà dans d'autres cancers existaient aussi dans les tumeurs cérébrales. Et on a une nouveauté qui est donc les anti-IDH dans les gliomes. Donc IDH, c'est un gène qui a été initialement rapporté comme étant très fréquemment muté dans les tumeurs cérébrales, notamment dans les gliomes. Et même depuis les dernières classifications des tumeurs cérébrales, c'est devenu un critère diagnostique. C'est-à-dire que pour avoir un diagnostic de gliome de grade 2 ou de grade 3, il faut avoir la mutation du gène IDH. Donc maintenant, 100% de ces tumeurs sont IDH mutés par définition, puisqu'on a changé la classification. Le gène IDH muté, il va donner naissance à une protéine IDH qui va être un peu différente de la protéine normale. Et les médicaments anti-IDH, leur principe, c'est de cibler cette protéine IDH anormale pour l'inhiber en général. En inhibant cette protéine, on va inhiber les mécanismes qui sont indispensables à la cellule tumorale pour se multiplier, pour grossir. Et donc c'est comme ça, c'est ça le mécanisme d'action des thérapies ciblées en général. Il y a toujours une cible sur la cellule tumorale, qui est souvent une protéine, soit qui est trouvée que dans les cellules tumorales, soit qui est hyper exprimée dans les cellules tumorales par rapport aux cellules normales. On cible cette protéine et on inhibe du coup une cascade de signalisation qui permettait à la cellule de proliférer en pratique. C'est ça le grand principe. Cette mutation IDH, elle a permis le développement de médicaments anti-IDH, aussi parce qu'elle n'est pas retrouvée que dans les cellules tumorales. Il y en a aussi des mutations IDH dans d'autres cancers, notamment certains cancers du sang, certaines tumeurs du foie. Et donc ces molécules se sont développées initialement pour ces maladies-là. Et puis, quand on s'est aperçu que les tumeurs cérébrales et les gliomes en particulier avaient aussi cette mutation, il y a eu des premiers essais thérapeutiques qui ont essayé de regarder si ça pouvait marcher dans les gliomes qui avaient une mutation d'IDH. Et donc, on a maintenant 2 molécules. Il y en a une qui s'appelle vorasidenib, qui a fait l'objet d'un essai, un grand essai de phase 3 randomisé qui s'appelle Indigo, qui a été publié l'année dernière. Et donc cet essai s'est révélé positif en faveur du traitement, ce qui a été une grande nouvelle de l'année 2023 en neuro-oncologie. Donc cette molécule-là, on n'y a pas encore accès, non, en France ou nulle part dans le monde. On va y avoir accès a priori dans les prochains mois. Et on va l'utiliser de façon vraisemblablement très très large dans l'indication des gliomes. Donc ça sur la première molécule, celle qui va être vraiment la plus développée dans les prochaines années. Et puis il y a une autre molécule qui est une molécule cousine qui s'appelle ivosidenib. Donc cette molécule-là, elle avait été développée plutôt dans les tumeurs du foie et dans les cancers du sang. Et on a aussi quelques données sur moins de 100 patients d'efficacité dans les gliomes qui ont une mutation IDH. C'était des données qui étaient encourageantes. Et parce que les données étaient encourageantes, l'Agence du médicament en France nous a autorisé à prescrire cette molécule à des patients qui ont un gliome dans le cadre d'un accès qu'on appelle compassionnel et qui est ouvert depuis, si je ne me trompe pas, février 2022. Donc l'accès compassionnel dans le développement de médicaments, c'est que on n'a pas suffisamment de preuves scientifiques que la molécule marche. Mais l'Agence du médicament considère que les données qu'on a dans la littérature sont quand même suffisamment robustes pour pouvoir se permettre de prescrire le médicament à des patients dans des contextes où on n'a pas beaucoup d'options. L'accès compassionnel, ça dit quand même, ce que ça dit, c'est que c'est des patients en général chez qui on n'a plus d'options de chimiothérapie ou de radiothérapie, on n'a plus grand-chose à leur proposer malgré une tumeur qui grossit.
Et donc on dit, même si le niveau de preuve n'est pas suffisant pour qu'on autorise la mise sur le marché au sens habituel du terme, on vous autorise à utiliser cette molécule pour tenter chez ces patients-là qui n'ont pas d'autres options thérapeutiques. Moi, j'ai été missionnée au nom de l'ANOCEF. Donc l'ANOCEF, c'est l'association francophone de neuro-oncologie, pour porter un travail qui va nous permettre de collecter les données des patients qui ont été traités en France depuis le début de l'accès compassionnel, donc depuis 2 ans maintenant. On va collecter leurs données cliniques, comment ils vont, leurs données radiologiques, c'est-à-dire leurs IRM avant le traitement, pendant le traitement, après le traitement. On va essayer aussi de collecter leurs données biologiques pour essayer d'évaluer bien leur tumeur, quelles caractéristiques biologiques elle avait. On va du coup utiliser ces données pour décrire finalement quelle est la tolérance du traitement, parce que pareil, les données de tolérance, on les a sur un nombre petit de patients, et puis surtout quelle est l'efficacité du traitement chez ces patients, et est-ce qu'on peut déjà identifier des groupes de patients ou des caractéristiques de patients qui répondent et puis d'autres qui ne répondent pas, pour un peu essayer de guider les prescriptions futures. Et en effet, ce projet-là qui a été financé par les Étoiles dans la mer, avec un financement qui nous permet, dans chaque centre, il faut du temps pour collecter les données, pour récupérer les IRM, etc. etc. Donc le financement nous permet de faire ça avec des assistants de recherche clinique, et puis aussi nous permet pour avoir une population bien homogène de patients sur le plan de la biologie, bien savoir quelles étaient les caractéristiques des tumeurs de ces patients qui ont été traités. Il y a une relecture centralisée des tumeurs de ces patients pour qu'on les caractérise de façon précise et qu'on puisse justement essayer de dégager des tendances sur des paramètres qui nous permettraient d'évaluer, de prédire la réponse au traitement. Donc c'est tout l'objet de ce travail. Je pense aussi qu'il y a une vraie force de lobbying de ces associations. L'accès compassionnel à l'ivosidenib, à la base, il a été obtenu aussi parce que c'était une patiente très active qui est montée au créneau et qui a essayé de faire bouger l'agence du médicament pour obtenir la molécule. Donc je pense que aussi il y a un vrai pouvoir de faire bouger un peu les lignes de ce genre d'association. Donc il y a le soutien à la recherche évidemment qui est très important et qui est essentiel, même preuve en est le projet dont on vient de parler, mais il y a aussi tous les aspects soutien aux patients et lobbying du grand public qui me semblent assez essentiels.